Ok. La première question qu'on va te poser, Pierre-Luc, c'est de ton point de vue personnel, qu'est-ce qui est la conscience pour toi? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'est la conscience? La conscience, c'est une présence. La conscience, c'est une dynamisation des facultés mentales. Ce sont des mots. Là, ça ne dit pas la conscience, mais ce que je dis, ce sont des mots, mais destinés à allumer à l'intérieur de chacun qu'est-ce qui est primordial dans une conscience. Une conscience, d'abord, on dit que c'est un terme pour aider les personnes à dépasser leur animalité. Donc, ça porte une vibration. Le mot conscience porte une vibration qui a été déformée au cours des temps et qui est devenue très spirituelle, c'est-à-dire avec une valeur morale. Mais le vrai sens du mot conscience, qui est un mot, on me dit, transitoire, c'est d'amener les gens à allumer ce qui s'appelle ailleurs une présence totale aux diverses dimensions de l'univers. Est-ce que ça se tient? Je me réchauffe, là, en fait, ce qu'on disait, je me réchauffe, mais tu commences avec un terme qui pourrait être philosophique ou spirituel. Je l'utilise de moins en moins, ce terme-là, mais j'en ai pas trouvé vraiment d'autres pour le remplacer. Alors, la conscience, si on la débarrasse de la dimension du cœur, parce qu'on nous a enseigné et conditionné au fait que la conscience était d'abord morale, spirituelle, donc se vivre au niveau du cœur. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui s'allume de plus en plus. Je parle sans réfléchir, et qui ne peut pas être défini trop longtemps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'évertue à définir les choses, on perd le contact réel que nous appelons, disons, supramental, au-delà de l'intellect et du mémoriel. Et à partir du moment où on essaie de définir les choses, on fait un travail intellectuel qui risque de bloquer ce que nous appelons la conscience, mais qui en réalité est un contact. Super. Super. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne m'en souviens pas. Je blague. Ça m'arrive souvent. Mais je m'en souviens. Je sais ce que j'ai. Je sais la vibration qui est passée. Je travaille beaucoup sur ça présentement, mais avec les gens aussi. Hein. Avec moi-même, quand je dis je travaille, je laisse travailler. Mais cette histoire de conscience-là, ça m'intéresse de moins en moins, disons, au sens, ça m'intéresse de moins en moins de la définir et de la discuter. Je ne parle pas pour ce que nous faisons maintenant, mais ça m'intéresse de moins en moins de discuter. Donc là, je parle au mieux de ce que je peux faire. Et la conscience, la conscience, c'est un état temporaire c'est-à-dire qu'elle sert à rassurer l'individu qui est en cheminement dans cette nouvelle énergie-là. Et une forme. Une forme, voilà. Tu as parlé tu as utilisé à la fin de contact. Donc la prochaine question, c'est est-ce que la conscience, mais d'où vient cette énergie, etc. D'où ça sort, d'où ça procure, Elle est là, c'est comme les ondes radio ou un téléphone. Il suffit d'allumer un appareil ou de le placer sur la bonne vibration, sur la bonne fréquence, et il capte ce qui est déjà là. La conscience, ou enfin l'information universelle, qui change depuis des années, puis qui a toujours changé, mais qui change en accéléré maintenant, elle est là, et elle est là de plus en plus, mais elle est déjà là. Donc, les gens qui sont appelés à ça, au sens où ils ont déjà l'équipement pour bien recevoir potentiellement cette énergie-là, ils la recevront plus ou moins rapidement, selon leur degré de syntonisation avec ça. Souvent, ce qui empêche de syntoniser, c'est justement le mémoriel déjà installé, le culturel, tout ce qui a été utile pour l'être humain, mais qui est devenu un polluant pour l'entrée de la conscience, de la fréquence. Alors, il y a
trucs qui ont été imaginés dans la programmation, les gens qui reçoivent cette conscience-là, qui ont été imaginés pour en finir avec les obstacles. Par exemple, la réflexion. Par exemple, l'appel à la culture, la mémoire et tout ce que je viens de nommer. Alors, ce sont des choses qui densifient le contact électrique entre la conscience et l'individu et les événements de la vie qui sont arrivés à cet individu-là dans le passé, dans les incarnations précédentes, la vie actuelle, c'est destiné à faire sauter tout ça et à rendre l'individu, particulièrement ce qu'on appelle son ego, qui inclut le cœur et le reste, à rendre cet individu-là transparent, ne faisant plus d'interférence avec la fréquence avec laquelle il doit connecter. Qu'est-ce qui t'a amené justement à là? Qu'est-ce qui m'a amené à la conscience? J'aimerais bien le rencontrer pour lui donner une claque au visage. Non, mais je blague encore. Je ne le sais pas. Je vois qu'il y a eu un cheminement. Probablement depuis longtemps, je dis probablement parce qu'il y a des vies antérieures, bon, parce qu'on se regarde aller. Quand j'étais petit, il y a un cheminement que je n'ai pas provoqué. Il y a des choses auxquelles je me suis intéressé. Si je regarde dans cette vie-ci, des lectures pour aboutir jusqu'à ce qui a été peut-être pas le terminal, mais le summum de ce que j'ai expérimenté, c'était le contact avec le matériel de Bernard de Montréal, supramental, mais il y a eu beaucoup d'autres choses. Il y a un ensemble dans lequel je suis né, avec lequel je suis né. Un amour, une passion ou un intérêt pour la musique, la spiritualité, la parole même, un paquet de choses qui font que j'ai un bagage. Ce bagage-là, apparemment, il a été planifié pour m'amener où je suis, etc., etc. J'ai rien fait dans ça. Et parce que ça m'a toujours intéressé, je me suis pas posé la question. Alors, j'aboutis dans le tunnel de la fusion, peut-être de la confusion, je ne sais pas encore lequel. Mais j'essaie de répondre à ta question. C'est un peu comme tout le monde, je ne le sais pas. Je ne sais pas. On m'a programmé ou on m'a, anciennement on disait guidé, on m'a placé dans la position où je suis. Puis je suis de plus en plus en accord avec ça, par contre. Je ne l'ai pas toujours été. Moi, c'est un peu le lot de tout le monde, quel que soit le degré d'élévation, de préparation ou d'expansion. On ne mène pas grand-chose. Donc, pour répondre à ta question, c'est programmé. Je ne sais pas où je m'en vais et je m'en fous. Voilà. À un moment donné, tu as parlé de l'ego par rapport à cette fusion, parce que dans le milieu, on va dire, haut, quelquefois on entend souvent, il faut faire attention à cet ego, etc. Et qu'en fait, pour moi, il y a une façon de l'amener, cet ego, et qui c'est pas du tout à quelque chose à réprimander, mais plutôt qui se lève. Je sais pas, je voudrais bien avoir ta vision par rapport à l'ego. Qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que c'est pour toi l'ego au final en termes de... Bon, d'accord. Dès qu'on parle de l'ego, comme on le fait là, on est dans l'ego. C'est-à-dire, on est dans l'ego, je ne le dis pas avec un sens péjoratif, mais on fait travailler l'ego. L'ego, il est nécessaire pour que je puisse, j'allais dire proférer ou exprimer les paroles. Ça passe par la bouche, la gorge, et il est nécessaire, l'ego. Mais dès que je commence à me préoccuper de l'ego, je suis mieux comme tu fais, de poser la question à quelqu'un d'autre que de me mettre à réfléchir. La réflexion, elle fait partie de l'ego, elle ne fait pas partie de l'intelligence supérieure. Si je veux rester dans l'intelligence supérieure et me garantir contre l'ego, j'en fais un ennemi. Ce n'est pas un ennemi, l'ego, c'est un outil. C'est un outil qui doit rester neutre et si je travaille sur la construction d'une maison et que j'ai toujours le marteau à la main, dès que j'en ai pas besoin, je fais un excès de marteau. Je deviens marteau, voilà. Mais sinon, c'est un outil qui peut me servir.
l'ego humain, mon ego, il peut me servir s'il ne prend pas la place d'autre chose, s'il ne prend pas une place excessive. Donc là, je parle parce que tu me poses une question. Ça ne me préoccupe pas du tout ta question, excuse-moi. Ça ne me préoccupe pas. Je parle s'il n'y a rien qui se passe, j'arrête. Donc, mon ego, il obéit à mon intelligence. Pas toujours, des fois j'aimerais bien, mais là, il obéit à mon intelligence. Il sert à faire une communication verbale entre nous. Sinon, ça se passerait là, il y aurait un contact, mais pas nécessairement une sortie, une exécution, une création. L'ego me sert à créer. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Si tu peux me la reposer autrement, peut-être. Parce qu'on est souvent pour toi, alors donc, qu'est-ce qui peut nous dire, qu'est-ce qui est en fait la fusion entre cet ego et l'esprit, en fait? Oui. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça va... Je n'en ai aucune idée, ou presque aucune. Je sais qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi. Je ne veux pas parler trop en général. Je me base un peu sur moi, là. Je réalise qu'il se passe quelque chose d'irréversible et je réalise de plus en plus que c'est, on appelle ça positif, ou que ça change l'ampleur de mon intelligence. C'est encore curieux de le dire comme ça. Ça me donne de plus en plus accès à quelque chose. Quand je travaille avec les gens, par exemple en coaching, je vois plus rapidement des choses. Souvent, je les ai parlé avant de les voir. Et c'est toujours, ou presque toujours, très pertinent parce que les gens me le disent. Comment tu sais ça? Ou ça me parle. Des expressions comme ça. Et j'ai de plus en plus souvent ce feedback-là de la part des gens. Et je le sens à l'intérieur de moi, que sans rien forcer, je suis en meilleur contact avec quelque chose qui peut être moi-même, qui peut être un autre moi-même, supérieur et tout bon. Mais je fais rien, je n'actionne rien dans tout ça. Je ne dis pas que je vais parler en dehors de mon ego ou je suis en train de fusionner. Ben, s'il y a un piège qui est là, c'est bien celui de l'impression de fusionner. Mais c'est peut-être ça que je fais quand même. Mais peut-être que je me fais posséder, c'est la même chose pour moi. Je me fais habiter ou je me fais posséder par quelque chose qui est mon ajusteur de pensée, mon moi supérieur, mon double, Et ça aussi, je m'en fous. Au sens que j'ai arrêté, je pense bien que j'ai arrêté beaucoup l'opposition à ça, être réfractaire à ça. C'est en train de s'arrêter, en tout cas. Donc, je suis le courant du fleuve. Go with the flow, comme ils disent en anglais, go with the flow. C'est assez intéressant, je vais rebondir sur ça, c'est que au fur et à mesure, tu vois, tu dis, je laisse de côté de tout ça. Est-ce que ça ne crée pas au final tout ça, une sorte de croyance ou une sorte de but à atteindre et donc ça nous coupe, entre guillemets, de ce flux, de ce flow, de cette continuité? Tu veux dire, oui, tu veux dire le fait d'y penser? Oui. Oui, c'est un peu ça que je dis. Ne discutez pas. Bon, voilà. N'en discutez pas du supramental, de la conscience, de l'ego, de la fusion. Laissez-la se faire et parlez-la. Je dirais ça comme je le fais présentement. C'est là où on va en arriver là. Pour des personnes comme moi, rationnelles, analytiques et bon, tout les belles qualités des êtres humains intellectuels. Mais c'est dans ça que je vis présentement, c'est parlez-là et ne vous en préoccupez pas. En fait, tu as travaillé sur le paradigme de la connaissance et du savoir au final. À cause du bruit ambiant, je peux Ouais, la dernière partie. Le paradigme, tu sais, de la connaissance et du savoir. Comme tu dis que tu étais très dans l'intellect, etc. D'un coup, en fait, on s'identifie. On s'identifie, pas s'identifie, mais on s'accroche à quelque chose ou. Oui, ça c'est important, c'est-à-dire, c'est important au départ parce qu'on craint le vide, disons.
Et qu'est-ce qui fait que beaucoup d'humains ne sont pas prêts à avancer dans la conscience maintenant? C'est la peur, c'est l'angoisse du vide. À partir du moment où on devient assez épuré, assez désagrégé dans l'ego, dans l'ancien moi, on est plus prêt à affronter le plongeon. Je ne sais pas si c'était le sens de ta question, mais une condition importante pour cheminer dans... Est-ce qu'on l'appelle le supramental ensemble, là, parce que je ne suis pas accroché à une terminologie, mais c'est le meilleur terme que j'ai trouvé présentement. Mais pour aller dans le supramental, pour aller dans une conscience supérieure à la conscience spirituelle, il faut savoir plonger. C'est-à-dire, il faut savoir s'abandonner. Pardon, excuse-moi. Il faut savoir s'abandonner. C'est ce qu'on dit au plan psychologique, s'abandonner. Il faut avoir la certitude que le processus dans lequel on est, c'est celui qu'on doit suivre. Et plus ça va, à chaque fois qu'on est un peu à côté, si je te parle, puis je réalise que je commence à désaxer un peu parce que j'aurais des pensées du genre est-ce que je suis vraiment sur le sujet? Est-ce que ça répond à leurs attentes? C'est pas conventionnel, qu'est-ce que je dis? On pourrait me poser les mêmes questions demain, puis ça a des réponses différentes, et blablabla. Donc là, je retomberais dans le questionnement, qui est une autre belle aventure, le questionnement. Et j'évite de faire le questionnement. À mesure que tu me poses des questions, ce qui me vient à l'esprit, je le dis. Ça, c'est un chemin intéressant. Il y a les événements, là, que c'est pas moi qui les programme. Il y a des événements comme, par exemple l'espèce de ravage, de ramage ou de remue-ménage que les gens font dans ma cour présentement, que vous entendez moins, mais que j'entends beaucoup. Donc, ça pourrait me déranger puis me désaxer de ma centricité. Je continue à travailler sur la centricité et sur moi, j'appelle ça l'abandon. Pour le moment, c'est le mot qui me parle, là. Quand je dis je m'en fous, c'est vraiment ça qui se passe. C'est que je m'en fous. Je suis très présent, mais je ne me pose pas de questions. D'ailleurs, je vous ai demandé à tous les deux de ne pas me donner à l'avance le terme de l'entretien, ce qu'on fait bien. Je ne sais pas ce qui s'en vient avec ça. Mais pour moi, c'est une très bonne pratique pour, j'allais dire, pour rester en contact avec moi-même dans mes sphères supérieures. Je ne fais pas travailler, j'évite de faire travailler l'intellect, l'interrogation et tout, le mémoriel, tout ce que j'ai dit, le moins possible, et ça me facilite un accès que je ne connais pas d'avance. Je sais que ce que je suis en train de faire avec vous deux, c'est très bon pour moi. Il ne faut pas me demander à quel point de vue. Ben, peut-être que je répondrais ce qu'on me dirait. Ça pourrait être des conneries aussi. J'aime mieux pas me poser les questions. Non, je vois Fabienne, c'est quoi ton nom? Karine? Fabienne. C'est les deux, hein, je crois. Oui, OK. Là, je vois Karine qui rit comme là. Je dis comme une malade, là, mais pas une si malade que ça. Bon, non, mais plus ça va, moins c'est conventionnel. Bon, j'ai toujours été assez marginal dans ma pensée, mais plus ça va, plus je laisse je veux dire le créatif, je ne sais pas quoi, les nouvelles sphères entrer dans moi. Et puis, je peux changer de terminologie n'importe quand, je pourrais faire, je ne sais pas, là, je ne veux pas trop en attirer, mais je pourrais faire ce qui pourrait être considéré comme des conneries, anciennement dans mon cas. On appelle ça créatif, c'est beaucoup mieux. Mais c'est ça, je sens une disponibilité pour aller vers quelque chose de moins conventionnel, de moins habituel pour moi. C'est un changement, c'est une sortie de la personnalité. J'ai une personnalité qui était marquée par beaucoup de spiritualité, puis encore je l'ai beaucoup parce que les gens sont attirés par moi, pas par ma beauté extérieure, mais par quelque chose que je dégage, que même les animaux viennent. Je ne veux pas me faire passer pour un Saint-François d'Assise, là, mais les animaux viennent facilement, les gens, les enfants, parce que je dégage un genre de bonté du cœur. Enfin, disons que j'ai une facilité à recevoir les gens, ça me sert beaucoup
dans le travail que je fais. Mais même cette chose-là qui me paraissait agréable commence à me déplaire. C'est-à-dire, je commence à voir que c'est nécessaire que je ne sois pas prisonnier de ça, plus que prisonnier d'autre chose, mais que ça peut être utilisé au besoin. C'est une vibration qui est très intéressante. Mais si j'en suis prisonnier, je reste dans mon ancien moi, dans une personnalité de bienveillance. Et au moment où je dois sortir l'épée ou la mitraillette, je ne peux pas le faire parce que j'ai trop de bienveillance. Ça fait partie du nouveau, ça fait partie du plongeon, ça fait partie de l'expansion. Mais c'est ça. Le nombre de fois où ma colère peut monter, par exemple, quelquefois un peu trop, il y a un ajustement qui se fait, mais c'est stupéfiant par rapport à ce que j'ai vécu dans une grande partie de ma vie, qui était un calme ou une impassibilité. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la colère, mais si une personne n'est pas capable d'aller en colère ou en puissance ou en volonté, parce que ça se recoupe un peu tout ça, il y a un gros handicap dans la personne. Ce handicap-là est en train de se travailler pour moi. Donc, mieux vaut qu'on travaille à distance. Je blague encore. Moi, j'allais dire comme quoi il ne faut pas trop se promener dans la forêt de Montréal ou de Québec à côté de toi, dans les chalets, hein, parce que tu risques d'attirer des ours. Non, franchement, non. Les gens disent que c'est plutôt agréable. Non, je peux avoir des montées de lait. Ça peut arriver que j'ai des montées de lait. Mais c'est bien. De toute façon, je pense que la volonté, c'est un acte, c'est quelque chose qui est une prise de. C'est vraiment c'est prendre conscience de cette volonté qui amène dans l'action aussi. Hein, parce que sans volonté, on n'amène pas nos actions et nos idées surtout. C'est aussi c'est cette colère à l'intérieur qu'il faut exprimer calmement, mais il faut l'exprimer quand même. C'est vraiment ça que je pense dans cette volonté. Oui, tu me l'expliques. Bon, là, on fait un interview, donc il faut que tu résumes dans ce que tu es en train de faire. Mais dans la réalité de la colère, dans la réalité de la colère, il faut qu'elle soit disponible l'espace d'un instant. Paf! Voilà. Et si je prends le temps de dire, ouais, ça serait bien que je me mette en colère, on vient d'affecter beaucoup le flux de volonté qui viendrait avec ça. Parce que la colère, pour qu'elle soit utile, il faut qu'il y ait une décision. Il faut qu'il y ait une action qui vienne avec ça. Ce qu'on appelle la colère, puis la volonté. La volonté, ça peut être très simple, comme de m'habiller puis aller marcher à l'extérieur alors qu'il fait moins 25, je vous l'annonce, moins 25 seulement ici. Donc, l'équipement pour aller à l'extérieur, on l'a tous, si on est obligé. Donc, si je veux aller prendre l'air, il y a un effort de volonté. Je n'ai pas besoin de colère pour ça. J'ai besoin de... j'y vais. Bon. Mais il y a des choses de la vie. Des fois, on ne sait même pas ce que ça implique. Puis la colère nous prend. Et pour différentes raisons, je m'adresse ici à la femme, parce que chez la femme, c'est plus difficile en général, d'après l'expérience que j'en ai, de susciter la colère. On dirait que pour la femme, la colère, c'est l'antithèse de l'amour. La femme porte l'amour, qui est très utile, je vais le prendre comme ça, qui est très utile, notamment pour porter des enfants. Y a-t-il un homme qui voudrait porter des enfants dans son ventre? Je le dis, évidemment, il n'y a pas d'utérus, c'est tout. Mais l'homme n'est pas équipé psychologiquement, hormonalement pour le faire. Et c'est quelque chose, je le dis comme si je le ressentais un peu quand même, je sais pas. Et la femme a besoin de l'amour comme un outil. Elle fait le nid à l'intérieur d'elle-même et quelque part, même s'il y a eu des mouvements féministes et tout, dans la vie, une fois que les enfants sont là, c'est elle qui, en général, prioritairement fait le nid et l'amour, ce qu'on nous on appelle l'amour, c'est l'instrument essentiel pour faire le nid. Quand on arrive avec la femme, puis de lui dire, même si on lui dit sollicite la volonté, c'est pas qu'elle n'en a pas, mais sollicite ta volonté, c'est-à-dire sollicite ta colère, il y a une résistance en général. Il y a la résistance, la crainte, disons, la crainte de manquer au doigt de l'amour.
Donc, c'est comme deux énergies. Il peut y en avoir plus que ça, mais il y a deux énergies. L'homme doit être souvent amené à l'énergie de l'amour. La femme doit souvent être amenée à l'énergie de la volonté, qu'on appelle colère aussi. Parce que la volonté, c'est abstrait. Mais quand tu dis mets-toi en colère, puis que tu frappes sur la table, je ne le fais pas parce que ça fait des bizarres effets dans les, dans les enregistrements. Mais quand tu frappes, tu mets ton poing sur la table ou que tu lances l'assiette de vaisselle sur le mur. Ce n'est pas des conseils que je donne, mais ça peut aller jusque-là pour faire sortir la volonté, pour sortir j'allais dire d'un trou de merde, je le dis quand même, mais pour sortir de quelque chose dont on n'est pas capable de se débarrasser, même pour le parler, il faut monter le ton, hausser le ton. Et pour hausser le ton, souvent, il faut lancer la vaisselle. Je ne dis pas d'agresser des gens, là, il y a beaucoup d'autres méthodes que d'agresser des gens. Mais hausser le ton, c'est très bon. Je le fais exprès pour le dire comme ça, parce que déjà, la vibration, elle, est plus puissante comme ça. Puis le ton peut être aussi davantage. C'est très intéressant, la parole, parce que la parole, c'est pas que des mots. Ça peut être des cris, ça peut être des chants, ça peut être des chants. Bien, évidemment, si on hausse la parole, si on hausse le ton, c'est-à-dire les chants risquent d'être plus du... Comment ils appellent ça, les Japonais? Le kiai. Le kiai, avec les arts martiaux, quand on fait les arts martiaux, il y a une partie qui est centrée sur le cri. La façon... eux, ils disent pas vibratoirement, puis ils disent pas avec puissance. Ils ont leurs termes. Mais c'est la même chose. C'est de précipiter le laser de la parole. L'envoyer à l'ennemi dans ce cas-là, dans le combat. Dans la vie, quand on est confronté à des situations difficiles, je suis en train d'écrire quelque chose sur comment survivre aux événements difficiles. Là. Ça me donne une idée. C'est ça, c'est que le pouvoir de la parole, c'est très important. Et quand on dit ça, les gens pensent que ce sont les mots qu'on dit. C'est le son, le ton et un peu les mots. Parce que quand on ne réfléchit pas, les mots accompagnent le ton, le son. Les mots font partie du son et non d'essayer de prendre des paroles réfléchies, mémorielles, puis de les placer dans un certain son. Ce que les gens qui étudient, c'est-à-dire qui veulent pratiquer le son, essaient de faire. Le son doit sortir en premier. Ah! Ça ne m'a pas dérangé. Et puis là, il n'y a pas un rapport visible avec ce qu'on fait, sinon pédagogique. Le fait de vous parler me met en vibration et je ne me soucie pas des mots que je vais dire et je laisse monter le son ou le ton de la façon qu'il doit être. Si je veux parler plus doucement, je parle plus doucement. Je ne suis pas emporté par la maladie du ton. Voilà. C'est un poisson, ça, le ton? Oui, d'accord. La maladie du ton. Je peux faire l'aigle fin si je veux. OK, je blague beaucoup. Je fais le bouffon, souvent, on me le dit. Dans les hautes instances, on me dit ça. Mais en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train d'expliquer la technicalité du son, la technicalité de la volonté. Quand vous parlez avec le son, le ton requis, vous augmentez votre puissance de volonté. Ça travaille ici, mais éventuellement partout, mais ça travaille ici, ça monte là, et quand c'est rendu dans l'esprit, là, il y a une décision qui se pointe. Ça peut être dans les médias, quelqu'un vous agresse à l'entrée du métro, vous regardez qui, là, si la personne est plus grosse que vous, mais non, mais vous, souvent, vous ne analysez pas, vous avez la réaction, on va dire la réaction tout de suite, de casser la situation par votre volonté. Donc, la volonté, c'est de la détermination. La détermination, si on regarde les deux mots, puis qu'on les prononce un à la suite de l'autre, il y en a un qui est plus faible, vibratoirement. Là, je ne veux pas vous faire travailler, c'est moi qui est supposé livrer la marchandise. La détermination, c'est pas assez fort
pour affronter. C'est très bien la détermination. C'est comme la persévérance. Mais quand vous dites je prends ma volonté et je prends une décision, c'est beaucoup plus puissant que j'ai de la détermination. Mais je ne dis pas que c'est pas bon. Je prends ton mot, Karine. Là. C'est que souvent, on a des termes pré-choisis pour ne pas trop se mettre en évidence, pour ne pas se faire rejeter, pour ne pas créer de problèmes, blablabla. Mais quand vous parlez au sujet de vous-même, c'est ma volonté que je prends, c'est terminer telle chose. Une situation, bon, souvent j'ai à travailler des situations de couple, puis ça dure longtemps, souvent, avant que ça prenne des décisions. Il y a des choses à être dites, et tu n'es pas obligé de bousculer l'adversaire. Puis il peut y arriver quand même un effet de bousculement, mais tu n'es pas obligé d'attendre, d'avoir des réactions incontrôlées, agressives incontrôlées. Parce que quand tu es dans ta volonté, tu n'as pas besoin de briser la vaisselle, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais dans une période transitoire, tu peux briser de la vaisselle ou briser des conventions, disons. Mais il ne faut pas que ce soit abstrait. C'est pour ça que je prends la vaisselle, que je prends n'importe quoi, casser un balai. Je ne parle pas du lac des Cygnes, là, mais casser un balai pour un bâton, n'importe quoi qui est physique. C'est physique, la volonté, d'accord? C'est physique. Donc, le point sur la table, il ne faut pas hésiter. Pour vous casser les bras, là, mais il ne faut pas hésiter. Et quand vous utilisez votre volonté, quand elle est bien centrée et centrique, vous le savez quand vous le faites parce que vous n'avez presque pas dépensé d'énergie et vous avez dégagé une puissance incroyable. Et ça, il faut le pratiquer. On ne l'a pas nécessairement du premier coup. Mais ces personnes-là, qui sont centriques et puissantes, d'abord sont en mesure de régler beaucoup de choses, d'aider beaucoup de personnes s'ils le veulent, et en ayant même une certaine joie à le faire. C'est un peu comme faire de l'athlétisme, disons, si on veut comparer. Une personne qui fait ça, qui aime ça, elle dépense de l'énergie, mais pas tant que ça, comparativement à l'individu lambda, comme on dit là. L'individu lambda ou micron, pour ceux qui aiment les lettres grecques. Bon, vous voyez, c'est ça. Je passe là un peu je peux utiliser ma volonté là, tout de suite, et tout à coup, ça, j'ai appris ça il l'a peut-être pas inventé, j'ai appris ça de Bernard de Montréal, qui utilisait une volonté à casser les murs dans certaines paroles en conférence, et qui tout à coup revenait dans un autre registre, et s'il y avait conscience d'avoir trop ébranlé des personnes, s'il s'adressait à un individu en particulier. Par exemple, je l'ai eu souvent, cette chose-là, recevoir une charge incroyable au plexus à partir d'une parole qu'il me disait à moi, ou il faisait la même chose avec d'autres, et puis revenir rebalancer les choses tout de suite. Mais on parle de ça, mais en même temps, il y a l'autre chose. Ce monsieur-là, là, il parle devant le public, ce monsieur-là, il est capable de faire telle chose, telle chose. Donc, ça revenait balancer l'histoire par exemple, que je voulais trop comprendre, toujours comprendre. Tout à coup, il se retourne parce qu'il écrivait sur le tableau, comme il faisait souvent. Je ne veux pas faire un conte pour enfants avec l'histoire de Bernard, là, ni en faire une idole. Tout à coup, il se retourne, puis parce que j'avais posé une question, il se retourne, puis toi, ta manie de vouloir toujours comprendre, avec, comme on fait dans les films, avec un laser, il n'y avait pas de laser, j'ai reçu un choc incroyable au plexus, j'ai plié en deux. Et c'était pourquoi, je le réalise après, c'était pour que j'arrête de vouloir comprendre. C'était pas en me l'expliquant, puis en me le faisant comprendre, que j'aurais arrêté de vouloir comprendre. Donc, à ce moment-là, il a disloqué quelque chose. Et je n'étais pas très heureux, là, parce que je ne raconte pas tout le détail. J'aurais presque aimé sauter dessus, mais peut-être que j'ai bien fait de rien faire. Bon, mais c'était que j'étais assez en bouleversement, disons, en bouleversement cheminant entre l'agressivité et la détresse. Bon, je veux dire, il y a des phénomènes qui doivent se passer pour faire changer les choses. Dans mon cas, ça tombait bien, je voulais toujours comprendre. Et là, je vous dis, comprendre, ça se fait tout seul, quand le temps est venu. Ça peut être immédiat, ça peut être plus tard. Dans mon cas, c'était un obstacle à la conscience, je dois comprendre. Donc, la façon de le faire,
c'était pas de me faire comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui pensent comprendre, par exemple, la volonté ou ces choses-là, c'est-à-dire qui pensent changer leur fréquence de volonté ou d'autres choses en comprenant et en accumulant des connaissances. Et plus ça va, moins je travaille comme ça avec les gens. Mais ça ne veut pas dire que je donne des chocs mortels ou des choses comme ça. Là. Ça, c'est pour les histoires de gamers, là, avec les belles images qu'on voit. Le rayon qui part. Justement, quand tu travailles avec quelqu'un, comment tu travailles Bon, ça, c'est une autre bonne question. C'est sûr que j'ai une expérience aussi, donc je ne suis pas désarçonné par beaucoup de choses. Alors, je ne suis pas pressé quand je travaille avec quelqu'un, mais ça va très vite en général, parce que quand je dis je reçois les informations, je capte, c'est difficile à expliquer, on ne me parle pas dans ma tête, ou ça peut arriver qu'il y ait des paroles qui viennent avec ça. Je sens un peu ce que la personne a besoin. Je compare souvent avec un vieux mécanicien, tu apportes ta voiture, il dit fais tourner le moteur, là, il dit c'est ta zuzute de bullshit qu'il faut changer là. Ah oui, d'accord, ça coûte combien? Bon, ça va coûter 30 €, ça va coûter 45 $. Et il sait au son, il sait qu'est-ce que c'est la. Il y a un petit problème avec la transmission, hein, ça fait longtemps que ça dure. Bon, et c'est un peu comme ça que je travaille. Je m'appelle un vieux mécanicien. Vieux, bah, c'est à cause de l'âge, l'apparence un peu. Mais c'est que tu le sais, puis tu ne veux pas savoir d'où tu le sais. Tu l'as appris, je ne sais pas. Donc, je travaille, on appelle ça intuitivement. Ouais, je dirais intuitivement, mais encore là, le mot n'est pas clair. Je travaille avec une certitude, quand je suis avec la personne, que je capte suffisamment de choses pour la faire changer dans la bonne direction. Je pourrais le dire comme ça. Mais tout le monde peut arriver là dans un domaine, au moins dans un domaine. Une des choses que je regarde avec les gens quand je travaille, c'est bon, les gens sont évidemment à un point tournant ou à un carrefour. Ils ont des décisions à prendre, ils ont des choses à enlever, et ils ont des nouvelles choses à introduire, une nouvelle direction de vie, laisser un emploi. Bon, alors, il y a un changement souvent majeur à être fait. On part de quoi? On part de ce qui pollue pour l'enlever. Par exemple, il y a l'influence d'un conjoint ou d'un parent. Le gars ou la fille sont rendus à 30 ans, 35 ans, puis la maman est toujours en train de donner ses conseils et tout. Bon, il y a tellement de choses qui peuvent devoir être nettoyées. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu sais faire parfaitement? Les gens disent parfaitement, il n'y a rien que je sais faire parfaitement. Je change la phrase. Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Facilement, le mieux. Quand je vous le dis, vous voulez des choses à l'idée quand j'en parle? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? C'est ça qu'on va actualiser parce que c'est ça qui est ta clé pour te redirectionner, c'est-à-dire te repositionner et pour ta prochaine partie de vie. Par exemple, la personne aime parler, exemple, elle n'a jamais parlé. C'est sûr que c'est un exemple, comment dire, c'est un sentier majeur parce qu'on sait que dans le supramental, la parole est essentielle. Mais les gens ne sont pas nécessairement prêts à parler tout de suite. Ils vont en venir là, mais en prenant le chemin de ce qu'ils savent déjà faire le mieux. Exemple, organiser des événements. Je dis n'importe quoi, là. J'aime la musique. Bon, quelle sorte de musique? Peut-être. J'aime la danse. Il y a souvent des arts qui sont impliqués là-dedans. Mais pas que. C'est-à-dire, ce que j'aime, moi, ce que j'aimerais, ça serait de diriger une équipe d'employés qui, je ne sais pas, construirait des maisons à bas prix, par exemple. Bon, il suffit de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Puis en se faisant poser la question, là, je vous ferai pas le mauvais coup, mais de toute façon, quand je parle, ou les gens qui vont écouter l'enregistrement, il va leur venir quelque chose à l'idée dans 95% des cas. Qu'est-ce que tu sais faire parfaitement? Qu'est-ce que tu sais faire le mieux? Il y a une réponse à ça presque tout de suite. Dans certains cas, elle n'est pas prête à sortir, mais la plupart du temps, ça surgit.
Moi, j'aimerais travailler dans les fleurs. Pas à moins 25 ici, comme il fait, là, dans notre beau Québec. Mais oui, à l'intérieur, oui. Bon, enfin, il y a quelque chose qui sort. En général, il y a une chose. Il y a une chose qui est plus importante encore que toutes les autres qu'on aimerait faire. J'aimerais voyager. Ça pourrait être le fond du pot-fleur, mais souvent, il y a quelque chose de plus fond, surtout chez les gens qui ont un développement de conscience. Il y a quelque chose qui souvent va toucher, je vais dire, le service à l'humanité. Il faut toujours regarder où ça s'en va avec les mots qu'on dit, mais oui, ça touche souvent quelque chose qui fait grandir quelque part les autres. Parce qu'en faisant grandir les autres, on grandit soi-même. C'est comme j'allais dire, une profession ou une occupation de haut niveau. Il y en a peut-être d'autres. Tout ce qui touche l'esthétique, tout ce qui touche la haute intelligence et tout ce qui touche les lois de l'amour. Voilà. C'est très intéressant d'évoluer par là. On ne le choisit pas, on est déjà préparé à faire ça. Le travail que vous faites, vous deux, là, avec les interviews, c'est pas un hasard. Et je ne suis pas pour me hasarder à essayer de faire de la voyance, mais on voit qu'il va se passer quelque chose. On voit qu'il va se passer quelque chose avec ça. Il se passe quelque chose, mais je veux dire, ça va déboucher sur quelque chose d'un peu plus ample quand même. Mais vous ne devez pas le chercher. Quand même, vous y avez pensé, ou que moi je vous le dis, ou un autre vous le dit, vous ne cherchez pas ça. Vous faites ce que vous avez à faire en utilisant la volonté, l'intelligence et l'amour. Et vous avancez dans ce pourquoi vous êtes programmé. Ça a des chances d'être dans ce que vous savez faire parfaitement. Ou dans ce que vous saurez faire parfaitement parce que vous avez déjà une très bonne base. Il faut revenir à soi. On dit ça, revenir à soi, c'est quoi soi? Ben, soi, c'est moi. Soit c'est moi c'est toi. Mais concrètement, je sais faire des choses. Et je parle en termes généraux, là. On sait qu'on doit faire des choses. On sait qu'on sait faire des choses, mais on ne les a pas nécessairement identifiées. Et quand on se pose la question, qu'est-ce que je sais faire parfaitement, et que vous la posez à d'autres personnes, qu'est-ce que tu vois de moi, mais c'est soi qui est le plus apte à répondre à cette question-là. Souvent, les feedbacks des autres vont dans ce sens-là aussi. Quand je sais ce que je sais faire, je me dirige vers ça. Ça, c'est un conseil général pour la vie. Même si je n'ai pas fait ça dans la première partie de ma vie, je me dirige vers ce que je sais faire. J'ai la joie de le faire, la compétence de le faire et le sentiment d'accomplissement en le faisant. Et des fois, on est obligé de le faire parce que la vie nous encercle, nous compresse vers le tunnel de l'accomplissement qu'on disait la fusion. La fusion ne se fait pas en étant quelqu'un d'autre que soi. Est-ce qu'on s'éloigne du sujet? Je ne sais pas où ce qu'on est rendu. Non, t'as bien, c'est super. C'est super. Bah, on t'écoute. Non, mais par contre, je voudrais bien parler un peu plus parce que j'ai vu que tu parlais beaucoup aussi de femmes dans tes écrits, dans tes choses, dans ton blog. Et je voudrais bien avoir ton point de vue. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu vois dans la femme en fait? Parce que tu en écris pas mal de choses. Tu écrit pas mal de choses dans ton blog sur la femme, etc. Oui, ben, c'est parce qu'il y a un intérêt. C'est que j'ai déjà été dans la femme. Je blague parce que je suis passé dans l'utérus de ma mère. Mais, non, mais il y a quand même quelque chose, là. Il y a quand même quelque chose. Donc, on n'est plus quelque part, on n'est plus imprégné du féminin que du masculin encore. Le masculin pour moi, je suis un homme, jusqu'à nouvel homme en tout cas, et le masculin pour moi, c'est artificiel. Bon, artificiel, entendons-nous encore. C'est un composé. À la base, pour moi, puis ça sera à vérifier parce qu'on ne veut pas me le dire clairement. Pour moi, l'être humain générique, futur,
est beaucoup plus ressemblant à la femme actuelle qu'à l'homme actuel. Là, je n'ai pas de mépris pour l'homme parce que je me trouverais avec un problème personnel. C'est pas ça. Il y a des symptômes de ça. D'abord, des symptômes, comme si c'était une maladie. La femme travaille, la femme et l'homme, même si on nous un peu là, parce qu'il y a des hommes. Bon, la femme, elle travaille avec deux hémisphères du cerveau, l'homme, en général, avec un seul. L'homme, en travaillant avec un seul cerveau, est plus limité, mais est plus capable de faire des tâches comme certaines plus capables ne veut pas dire que la femme n'est pas capable, mais a plus de facilité à faire des tâches comme s'orienter, travailler dans des choses de direction. Bon, il y a de plus en plus de femmes qui le font aussi, dans des postes de direction, où est-ce qu'on doit organiser des choses et pointer vers un but, un peu comme un général d'armée. Une stratégie, Pour l'homme, le cerveau de l'homme, c'est un peu plus facile. Il travaille avec un hémisphère, mais il est capable de le concentrer davantage. Bon, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je travaille sur la femme. C'est que, premièrement, j'ai travaillé comme psychologue officiel pendant 50 ans. J'ai eu beaucoup plus de femmes que d'hommes qui consultaient, surtout dans les débuts. C'était comme 95% de femmes, 5% d'hommes. Et aujourd'hui, c'est peut-être 30-70, 30% d'hommes. C'est beaucoup, c'est déjà mieux. Et comment je dirais, mon tempérament à moi, il est relativement féminin. Ma psyché est relativement féminine aussi. Donc, je pense que j'ai été femme quelquefois dans des vies antérieures. Je ne veux pas me lancer trop là-dessus, je ne peux pas le prouver. Il y a une affinité, c'est-à-dire que pour travailler avec l'homme, souvent, il faut travailler dans le dur. Là, les exemples que je vais donner ne sont pas nécessairement actuels, mais il faut prendre la hache puis aller dans la forêt, bûcher, devenir un bûcheron, puis là, se parler pendant qu'on bûche. Alors, je peux dire, mettre ça dans le moderne, si tu veux travailler avec un homme, tu vas au gym avec lui. Tu vas au gym, tu travailles fort, tu soulèves les poids, puis tu parles un peu en même temps entre ça. Et pour ne pas que ça ait l'air, l'homme ne veut pas avoir l'air faible. Et pour lui, l'homme, parler d'une difficulté qu'il rencontre, c'est une faiblesse, encore aujourd'hui. Moins, parce qu'il y a les jeunes, tout le monde est jeune par rapport à moi, là, mais même les jeunes de 50 ans, mais on a l'esprit plus ouvert, les gars. On a l'esprit plus ouvert, mais ce n'est pas de majorité encore. Il faut toujours faire attention. Faut toujours faire attention à ne pas donner au gars l'impression qu'il est faible lorsqu'il parle de ces choses. Donc, pourquoi je parle de la femme? Aussi parce que ça intéressait Bernard, puis qu'il en a parlé souvent. Et si j'étais un psychologue, ça c'est les paroles maintenant, je repartirais une école et je traiterais de la psychologie nouvelle, puis en particulier du développement de la femme. Moi, j'entends ça, je suis un psychologue, et je dis mais plus ça va, plus cet intérêt-là se dessine. Mais je ne parlerai pas uniquement de la femme d'ici à la fin de mes jours, mais c'est intéressant, la femme. Parce que si je prends 10 femmes et 10 hommes au hasard, puis que je regarde qui va être plus près de la conscience supramentale, je vais trouver plus chez la femme. Je gagerais que je vais trouver plus chez la femme que chez l'homme. Je ne dis pas que l'homme est un idiot, là. L'homme est un peu obscurci ou densifié par sa façon de voir les choses, l'analyse notamment. La femme est capable d'analyse, mais est capable aussi de l'intuitif à cause des deux cerveaux, c'est ce qu'on dit là, des deux hémisphères. Donc, j'ai plus de chances de trouver sur la planète des femmes plus aptes à avancer dans le tout de suite que d'hommes. On peut aller loin avec ça, que ça a l'air de préjugés, mais je l'ai vu au cours des années. Même psychologiquement, c'était, comme je le disais, il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui consultaient parce qu'ils étaient déjà plus aptes au dialogue. Donc, leur parole était déjà plus prête et prêt de s'actualiser. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne ferai pas des séries sur la femme continuellement, mais je voulais le faire. Peut-être qu'il y avait une petite influence encore là, une petite influence de Bernard. Je ne voulais pas lui donner un statut de
comment on appelle ça, le gourou, mais non, mais je sais qu'il était très, très intéressé par la femme, dans tous les sens du terme, mais il y a des secrets que je ne peux pas dire, mais dans tous les sens du terme, mais dans le sens d'une sorte d'admiration qu'il y avait pour cette créature ou cette création-là. Et je pense que c'était implicite pour lui que l'homme du futur serait une femme. Façon humoristique de le dire. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que même neurologiquement, la femme semble mieux constituée que l'homme. Je ne suis pas en train de dire que l'homme ne peut rien faire, mais que la femme est plus apte à monter rapidement les échelons. Les échelons de la conscience supérieure. On revient à notre thème de conscience du début. Bon, ça, c'est des paroles, là, d'accord? D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses ou tu veux... Non, juste peut-être définir quand tu parles d'intelligence, ce que tu entends par intelligence, pour remettre, tu vois, dans les vidéos, pour que ce soit... Oui, parce qu'on a parlé de volonté, on a parlé de créativité, et on n'a pas parlé de l'intelligence aussi. Bon, l'intelligence, elle est là, hein, elle est là, et il s'agit de se connecter dessus. C'est-à-dire, en réalité, c'est pas vrai non plus ce que je dis, pas tout à fait vrai. L'intelligence se connecte à nous et nous met en contact avec l'intelligence universelle, on va dire. C'est toujours des mots, ça. Et plus la vibration d'une personne s'élève par la douleur des événements, aussi bien que par le nettoyage que la personne fait volontairement en prenant les bonnes décisions, ben, plus la vibration s'élève, plus la conscience ou l'intelligence, parce que souvent on mélange les deux, plus l'intelligence pénètre. Vous êtes plus jeune que moi, vous n'avez pas nécessairement connu tout ce qu'on enseignait dans le catholicisme, mais il y avait la fin de la Pentecôte. Puis dans la Pentecôte, ce qu'on représentait, c'était chez les apôtres, donc les pèlerins, ou ceux qui étaient en voie de fusion, même si ce n'était pas le terme qui était dit, chez les apôtres, cette fête-là, elle célébrait la descente de l'angle de feu, qui était l'esprit. L'esprit rentrait dans la matière relativement primitive de ces apôtres-là, disait-on, mais qui avait été suffisamment élevé en conscience, je prends des termes d'aujourd'hui, pour que l'esprit, le feu de l'esprit descende à l'intérieur d'eux. Mais ce n'est pas eux qui allaient chercher l'esprit. Les langues de feu, les langues de feu, la parole et le feu de la volonté, les langues de feu descendaient à l'intérieur d'eux parce qu'ils étaient prêts. Traduction moderne d'une image ancienne. C'est une belle image. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est déjà ma façon de voir les choses du personnage. Parce que je pense que, pour moi, si on fait une aparté dans la vidéo, mais pour moi, si on prend Jésus, pour moi, c'est quelqu'un qui a enseigné déjà le fait de cette connexion, de cette fusion. Et pour moi, en fait, tout ce qui est la mort, etc., et la renaissance, pour moi, c'est d'un coup, il a atteint à toucher l'esprit universel qui a descendu et qui a ressuscité, en fait. Et en fait, il y a l'esprit qui est descendu aussi dans tout son corps et qui a transmis aussi ce message aux apôtres, que même eux, après, ils ont eu la parole qui a été débrayée, on va dire, qui ont permis aussi d'exprimer leur façon de voir les choses et d'exprimer aussi tout ça. Et voilà pourquoi, à un moment donné, on dit que Jésus est parti après, il a disparu, parce qu'il n'était plus de matière, il allait passer à autre chose. Ouais, il ne pouvait pas rester là-dedans non plus, venant d'ailleurs, où c'est apparemment un peu plus agréable qu'ici. Une fois le job fait, on s'en va. Merci. C'est ça. Merci, j'ai fait ce que j'avais à faire. Le Jésus en question, avait dans sa mission plus d'implanter l'amour, la loi de l'amour.
je ne veux pas comparer absolument Bernard de Montréal, en tout cas, un être d'une grande intelligence aussi, était centré ou est centré sur le passage à l'esprit. Parce que ce qu'enseignait Jésus, Yeshua, son vrai nom, ce qu'il enseignait, c'était l'amour, mais l'amour du cœur. Donc, il était envoyé pour travailler le chakra numéro 3. Moi, je m'en mêle dans mes élucubrations. Enfin, lui, il travaillait au niveau de l'amour, la loi de l'amour, mais Bernard, en travaillant au niveau de l'esprit, il va monter l'amour au niveau de l'esprit aussi. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment cette. Je suis d'accord avec vous. Ça veut dire qu'il y en aura un autre? Un autre Jésus? Non, quelqu'un d'autre qui va amener encore Oh, probablement, c'est pas fini, c'est mon Dieu. On a de la difficulté à concevoir l'éternel, l'éternité. On est pris à cause de notre densité avec des notions de temps, d'espace. Mais quand tu commences à transcender ça, ce qui n'est pas mon cas, mais je peux concevoir que ça change les choses de la même façon que ça les change pour les voyageurs intersidéraux, là, du moins dans les films. Le temps n'a plus d'importance, donc l'éternité, ça finit jamais. Jusqu'à temps que les mondes se transforment en d'autres choses. Bon, enfin, notre petit monde ici est en train de changer. Ouais. Mais de toute façon, c'est vrai que si on regarde d'un point de vue cosmique, d'un point de vue de temps cosmique, c'est pas grand-chose. Hein. C'est rien du tout. C'est très rapide. Quoi, donc, c'est rien du tout sur une échelle cosmique, 2000 ans. C'est rien. C'est comme là, le Covid, ça fait 2 ans. C'est encore moins que rien. Mais c'est long. Et après, c'est long. C'est anodin. C'est anodin. Ouais. Oui, c'est un peu comme le changement le déplacement d'une fourmilière vers un autre endroit à 300 mètres du premier. C'est un gros événement pour les fourmis. Oui, c'est ça. Et puis nous qui regardons, on se dit, bon, bah, ça a pris 5 minutes. Qu'est-ce que ça leur fait? Pourquoi ils se déplacent? Bon, ça donne quoi? Mais sur une longue échelle de temps, de l'évolution de la fourmi dans ça. Voilà. Ouais. Bon, bah, super. Je pense qu'on a pas mal de contenu. Ouais, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Non. Si je me posais une question, je dirais qu'est-ce que c'était le thème de notre interview? Mais je ne la pose même pas. Non, mais j'aime beaucoup parler comme ça, là, de plus en plus. Et c'est la grâce que je vous souhaite, comme on disait anciennement. Et peut-être que vous parlez autant, là, si vous étiez dans la position de m'interroger. Mais oui, c'est ça que je suis content de l'expérience. Parce que j'ai parlé plus qu'à mon habitude, parce que la vibration était déjà plus haute que j'ai. Dans ma vie, je vois que la vibration qui m'accompagne est de plus en plus haute. Mais là, spécialement avec vous deux, ça a ouvert rapidement. Pour pouvoir parler, c'est bon d'avoir un interlocuteur qui est capable de soutenir et même d'amplifier la vibration. C'est ce que j'ai vécu avec vous deux. Bon, alors voilà. Merci. Merci. Merci Pierre-Luc.